Ce que nous avons actuellement, c'est une sorte de soutien inconditionnel à n'importe quelle folie qui semble être la ligne officielle de la politique et de l'armée. Et il n'y a presque aucune critique. Encore une fois, il y a des gens qui critiquent, ou même des gens qui analysent ce qui se passe. Ils sont mis à l'écart, ils sont attaqués. Et n'est-ce pas intéressant, ce que vous avez dit, que pendant la guerre froide, il y avait une étude professionnelle sur le fonctionnement de la Russie, n'est-ce pas? Les gens essayaient de comprendre la Russie. Aujourd'hui, c'est devenu une insulte si des intellectuels disent « Je pense comprendre ce que Vladimir Poutine pense, ce qu'il veut. Je comprends sa stratégie. » En Allemagne, après ce mot « Poutine-Verster », c'est simplement quelqu'un qui comprend Poutine. Et c'est devenu une insulte. C'est pour rabaisser quelqu'un. Alors qu'en réalité, ça devrait être une profession hautement valorisée. Hello everybody. This is Pascal from Literality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Literality Studies. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec le Dr Jonas Tögel, un chercheur allemand spécialisé dans la propagande, qui travaille à l'Institut de psychologie de l'Université de Ratisbonne. Il est l'auteur des livres en allemand War Games, comment l'OTAN et le Pentagone simulent la destruction de l'Europe et Guerre cognitive, les dernières techniques de manipulation en tant que catégorie d'armes de l'OTAN. Jonas, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bonjour Pascal, c'est un plaisir de te reparler. Oui, c'est aussi un plaisir de te parler. La dernière fois, nous avons eu la conversation en allemand, mais nous avons dit que cette fois-ci, nous allions principalement nous adresser à notre public anglophone, donc nous allons parler en anglais. Je tiens juste à signaler que pour les germanophones, tu as désormais aussi ta propre chaîne YouTube en allemand, où tu as commencé à analyser la propagande dans les médias télévisés allemands. Quand as-tu commencé cela? When did you start this? C'était il y a quelques mois, lorsque tout a commencé avec ma critique d'une partie d'un Freisat allemand. C'est, un média d'État, pour ainsi dire. Et il y avait une couverture sur une guerre, en gros, la mobilisation de l'armée allemande. Et maintenant, nous avons, vous savez, de jeunes garçons et filles qui sont peut-être en train d'être recrutés dans l'armée. Il y avait une émission télévisée à ce sujet, et il y avait une personne, sur le plateau, qui a dit que ce qui manque en Allemagne et en Europe, c'est la volonté des parents de sacrifier leurs enfants. Et c'est cela qui m'a amené à cette analyse de la propagande. J'ai regardé tout l'épisode et j'ai extrait cette partie en disant que c'était un exemple flagrant de propagande de guerre. Cela me rappelle personnellement, et je sais que beaucoup de personnes qui l'ont entendu ont pensé la même chose, les heures les plus sombres de l'histoire allemande, où l'on dit, vous savez, que les parents doivent être prêts à sacrifier à nouveau leurs enfants pour le bien commun, pour ainsi dire. Et puis les réalisateurs m'ont critiqué, ils m'ont contacté. J'ai reçu un email furieux, du genre « Comment osez-vous critiquer notre couverture médiatique? Vous n'avez rien compris et vous ne l'avez probablement même pas regardé. » Voilà le genre de commentaires que j'ai reçus. J'ai aussi été attaqué sur X. Mais j'avais bien regardé tout l'épisode et je me suis dit, bon, je vais faire une analyse de ce court-métrage qu'ils ont réalisé. Il durait environ 15 minutes et je l'ai analysé en détail. Je l'ai mis en ligne sur ma chaîne et il y a eu pas mal de retours. J'ai reçu beaucoup de retours positifs, de nombreux emails. Et c'est formidable de voir que beaucoup de personnes ont compris qu'il existe une propagande de guerre, ce qui est une première étape très importante pour comprendre ce qui se passe et pour être prêt à affronter cette bataille permanente, cette lutte constante pour nos cœurs et nos esprits. J'ai reçu beaucoup de retours positifs et des gens m'ont demandé « Pourriez-vous analyser ceci? Pourriez-vous analyser cela ?» J'ai eu beaucoup de retours intelligents, de personnes très avisées et très conscientes de ce qui se passe. Ils m'ont dit « Regardez ceci, s'il vous plaît.
regardez cela. Une autre demande que j'ai reçue était de bien vouloir examiner les informations allemandes. Le plus grand journal télévisé que nous avons en Allemagne, le Tagesschau, diffusé à 20 heures. Et il y a en moyenne environ 10 millions de personnes chaque jour qui regardent le Tagesschau. Alors je me suis dit, eh bien ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, parce que ça te met tout simplement de mauvaise humeur. Vous savez, vous avez environ 15 minutes de mort, de destruction, de corruption, de crimes de guerre, peu importe. Et vous savez, ce n'est pas sain, je dirais. Ce n'est pas bon pour le moral. Donc je me suis dit, je vais le faire maintenant. Je vais regarder une semaine de Tagesschau et je vais essayer d'utiliser mes outils d'analyse pour détecter la propagande. Mais j'ai dû arrêter après 3 jours à regarder le Tagesschau. Donc nous avions 45 minutes de ces reportages, parce qu'il y avait tellement de matière que je me suis dit, d'accord, si je fais une semaine entière, ce sera trop. Et donc, c'était la deuxième analyse. Et une fois de plus, les retours ont été très positifs. Ce que j'ai pu montrer, et cela m'a également surpris, n'ayant pas regardé le Tagesschau depuis si longtemps, c'est à quel point la propagande apparaît de manière à la fois subtile et flagrante dans le journal télévisé le plus regardé d'Allemagne. Et c'est censé être une source neutre, un outil d'information allemand pour que le public soit informé, éduqué. Ce que j'ai examiné, c'était par exemple une rencontre entre Trump et Zelensky. Cela commence de manière très neutre, puis par la suite, il y a beaucoup de cadrage, beaucoup de couverture médiatique, orientée dans un seul sens. Et c'était un peu, eh bien, comment osaillons-nous, vous savez, penser à la paix? Bien sûr, nous voulons la paix. Oui, il faut toujours dire, bien sûr, nous voulons la paix. Mais, et puis à ce moment-là, on a tout le discours. La Russie est l'agresseur. Elle ne veut pas la paix. Elle continue de tuer des gens. Ensuite, on voit ces images bouleversantes, déchirantes, de civils tués, de bâtiments détruits. Mais ce sont toujours les Russes qui font cela. Puis il y a des experts qui disent que les exigences de la Russie dans ces négociations de paix sont exagérées, qu'ils en demandent beaucoup trop, que c'est une insolence et que personne ne pourrait jamais accepter leurs conditions. Et donc, il faut continuer à envoyer des armes à l'Ukraine. Nous devons continuer à nous battre. Et puis on commence à réaliser, et je suis désolé si je prends trop de temps pour répondre, mais ce qui m'a vraiment touché, et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut comprendre que la couverture médiatique ne peut pas être considérée isolément de ce qui se passe sur la scène géopolitique. Il faut donc prendre en compte le contexte géopolitique. Et si l'on regarde ce qui se passe en ce moment, je veux dire, dans ce conflit en Ukraine, il y a quelques acteurs qui sont plus ou moins, on pourrait dire, rationnels. Il y a la Russie qui agit plus ou moins de façon rationnelle, parce que les Russes disent, d'accord, il y a l'expansion de l'OTAN vers l'Est, et il faut bien tracer une ligne rouge quelque part. Il a toujours été clair que pour les Russes, une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constitue une ligne rouge. Parce que, vous savez, cela impliquerait la présence possible de systèmes de missiles et de soldats, etc., très près de leurs frontières. Nous savons maintenant, grâce à des reportages du New York Times, qu'il y avait environ une douzaine de bases secrètes de la CIA en Ukraine, opérant juste à la frontière. Cela pourrait donc avoir été une raison possible de la guerre. Pour les Russes, il est clair qu'ils ont une ligne rouge et qu'ils disent, d'un point de vue géopolitique, nous ne pouvons plus tolérer cela. Il y a eu le coup d'État de 2014 en Ukraine. Nous savons que ce sujet a été abondamment discuté sur votre chaîne. Donc, pour les Russes, c'est rationnel et c'est dans leur propre intérêt. C'est brutal, c'est illégal, mais c'est rationnel de dire « D'accord, nous devons arrêter cela, nous devons réagir, et nous voulons empêcher l'Ukraine de devenir un possible membre de l'OTAN. »
Ensuite, il y a l'Ukraine, qui agit elle aussi, plus ou moins rationnellement, car elle dit « Nous sommes attaqués et nous devons nous défendre ». Ce n'est pas chaque Ukrainien qui dit cela, car nous savons qu'en Allemagne seulement, il y a 200 000 hommes qui pourraient combattre dans la guerre et qui disent « Nous ne voulons pas donner notre vie pour cette folie. Nous voulons simplement vivre. » Et cela est tout à fait compréhensible. Donc, ce côté existe aussi. Mais que le côté ukrainien dise « Eh bien, nous voulons continuer, nous voulons nous défendre », c'est plus ou moins rationnel. Que Zelensky soit un acteur rationnel, j'en doute fortement. Mais cette partie peut tout de même se comprendre. Ensuite, il y a les Américains qui disent « D'accord, nous avons essayé d'affaiblir la Russie du mieux que nous pouvions. Nous avons tenté d'isoler la Russie sur la scène internationale. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour essayer d'affaiblir la Russie. Et tout cela est également compréhensible. Et maintenant ils disent « Eh bien, nous avons besoin de ce pivot vers l'Asie. Notre prochain plus grand adversaire ne sera pas la Russie, ce sera la Chine. » Alors sortons de ce conflit. Nous ne pouvons pas gagner celui-ci. Retirons-nous et essayons de regrouper nos forces pour être prêts pour le prochain conflit avec la Chine. C'est rationnel. Et le seul acteur dans tout ce conflit, et cela se reflète directement dans ce que les médias nous disent, c'est l'Allemagne et l'Europe. C'est de mon point de vue, et je sais que beaucoup de spectateurs partagent cet avis, une folie totale. Les Européens sont les seuls à dire que notre grand plan est de faire durer cette guerre, parce que c'est une guerre pour la démocratie et la liberté. Et nous sommes directement, en tant qu'Allemands, en tant qu'Européens, directement menacés par une Russie impérialiste qui veut simplement s'étendre et probablement prendre Berlin. C'est ce que disent certains politiciens allemands. Et vous demandez, d'accord, alors quel est votre plan? Eh bien, notre plan est de continuer à soutenir l'Ukraine. Vraiment? Et ça fonctionne bien? Eh bien, il y a peut-être 1 million, peut-être plus, d'Ukrainiens déjà morts, mais nous pensons que ça va marcher. Nous envoyons simplement plus d'armes. Vraiment? Alors, quel est votre objectif final? Eh bien, notre objectif final est de vaincre la Russie. Et vous dites vraiment. Vous voulez vaincre la plus grande puissance nucléaire de la planète. Vous pensez que c'est une bonne idée? Eh bien, nous ne savons pas, mais nous allons simplement continuer. Voilà. En gros, le plan de bataille. Et ce que les Européens ne réalisent pas, c'est qu'au final, si cette guerre continue, et si elle devait éventuellement s'intensifier, ce ne seront pas les Américains qui seront détruits. Ce ne sera pas le territoire des États-Unis. Ce ne sera pas non plus le territoire de la Russie. Mais cette guerre, toute la destruction aura lieu en Europe. C'est donc notre avenir qui est en jeu. C'est notre survie qui est en jeu. C'est aussi cela qui me motive lorsque j'analyse cette propagande. Je ne comprends pas ce que font les Européens en ce moment. Je ne comprends pas ce que font les Allemands en ce moment. À mon avis, c'est jouer avec sa propre destruction. Le récit qui est répété encore et encore, et qui est martelé dans le cœur et l'esprit des gens, c'est que c'est une guerre pour la démocratie et pour la défense de la liberté, et que c'est pour cela que nous devons continuer à nous battre. Ce qui n'est pas dit, c'est que c'est un point de vue complètement irrationnel qui pourrait mener à notre propre destruction. C'est pourquoi je dis que nous devons prendre conscience de ce qui se passe dans la lutte pour nos cœurs et nos esprits, afin de pouvoir comprendre ce qui se passe géopolitiquement. Nous avons désespérément besoin d'un mouvement pacifiste, fort et bruyant en Europe et en Allemagne à nouveau. C'est ce qui me motive. Et je sais que cela vous motive aussi. Nous devons amener les gens à réaliser ce qui se passe. Et nous avons besoin d'un fort désir de paix de la part du public, car le public détient encore le pouvoir. Ils ne le ressentent pas, mais c'est vrai. L'armée le sait. Si le public dit non, cette folie s'arrête, et c'est ce qui doit arriver.
Vous soulignez beaucoup de points très importants, mais l'un des principaux que vous venez de mettre en avant, c'est qu'il existe une sorte d'interaction ici entre la propagande que l'on voit aujourd'hui sur les écrans de télévision allemands, mais aussi suisses et français. Et cette irrationalité, et quand nous parlons d'irrationnel et de rationnel, il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il ne faut pas confondre cela. Quand on dit que les Russes agissent de manière rationnelle, cela ne veut pas dire qu'il est bon qu'ils aient envahi l'Ukraine. Cela signifie que cela a du sens dans leur propre cadre de référence, que c'est une interprétation compréhensible de la réalité. Nous avons des interprétations différentes de la réalité, et dans ces cadres, ces actes prennent sens. Surtout si nous utilisons la géopolitique comme cadre de référence. Alors nous pouvons comprendre les Russes, nous comprenons les Ukrainiens, nous comprenons les Américains, mais les Européens, dans un cadre géopolitique, n'ont aucun sens. Il y a des contradictions constantes au sein de l'Europe, en particulier entre le discours européen et le discours de l'OTAN. Il existe cette contradiction permanente. D'un côté, on affirme que les Russes vont envahir toute l'Europe, mais en même temps, il y a aussi ce martèlement constant dans cet environnement de propagande, selon lequel la Russie est extrêmement faible, qu'elle se bat avec des pelles, qu'elle manque d'armes, qu'elle est incapable, qu'elle a perdu des millions d'hommes, et que les vagues humaines sont la seule raison pour laquelle elle n'a pas encore été vaincue. Donc, vous savez, il y a plusieurs niveaux d'irrationalité à l'œuvre, mais ils fonctionnent main dans la main, ou probablement se renforcent mutuellement avec la propagande que nous voyons. Pour les personnes qui ne regardent pas les médias allemands, que diriez-vous? Je veux dire, comparé aux décennies passées, sommes-nous à un niveau jamais atteint, disons, dans les médias d'information allemands, dans cette vague de propagande? Parce que il existe des médias qui ne sont pas de la propagande. Il y a une partie des médias et une partie des informations que l'on pourrait qualifier de peut-être imparfaites, mais qui essayent de ne pas être de la propagande, qui essayent d'être de l'information. Et il faut distinguer cela. Mais d'abord, à quel point pensez-vous que la situation est grave actuellement par rapport aux périodes précédentes? Eh bien, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je dirais même que, selon mon analyse, la situation est pire que jamais. Parce que nous sommes engagés dans ce que vous appelez la guerre cognitive, qui est la forme la plus avancée de manipulation existant aujourd'hui, et cela se poursuit chaque jour. Ce sont des déclarations officielles, issues de documents de l'OTAN que j'ai lus, sur la guerre cognitive. C'est l'analyse. Et bien sûr, je suis d'accord avec vous. D'un point de vue humain et humanitaire, et du point de vue de la démocratie et de la manière dont nous devrions nous traiter les uns les autres, aucune guerre ne peut jamais être justifiée. Aucune guerre ne peut jamais être comprise. Et bien sûr, cela vaut aussi pour l'invasion russe, qui est illégale et a apporté de grandes souffrances, la mort et la destruction aux populations. Donc, je suis absolument d'accord avec vous sur ce point. Mais ma critique serait que le récit actuellement contrôlé et diffusé par les médias n'est pas seulement, comme vous l'avez justement dit, complètement contradictoire en soi, mais il n'est pas non plus ancré dans la réalité géopolitique. Par exemple, en Allemagne, nous avions un homme politique, Egon Bahr, qui était très impliqué dans le mouvement pacifiste. Il disait que chaque fois que dans la politique internationale, quelqu'un raconte des histoires sur la démocratie et les droits de l'homme, il ne faut pas y prêter attention. En politique internationale, les gens ne se soucient pas de la démocratie ou des droits de l'homme. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Et c'était vrai à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Ce que nous avons, c'est ce récit très simpliste, selon lequel il s'agit d'un combat pour la démocratie. Et en même temps, il faut de la peur.
Il faut instiller la peur dans le cœur et l'esprit des gens. Et nous avons des documents stratégiques provenant de l'armée allemande et d'autres armées partout ailleurs. Ils savent qu'il est nécessaire de maintenir un sentiment de menace élevé. Les gens doivent donc se sentir menacés par la Russie. Il faut entretenir cette répétition constante. Si l'on pense au scandale des drones récemment, cette répétition constante d'une menace directe venant d'une Russie impérialiste, qui ne veut pas seulement conquérir l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un point de départ. Et à partir de là, elle va s'emparer de plus en plus de pays en Europe. Cette menace doit rester élevée. Les gens doivent ressentir cette menace. Et nous savons statistiquement qu'il existe une très forte corrélation entre cette peur et le soutien à la guerre, le soutien à l'armement. Et oui, pour vous donner un exemple, puisque vous avez demandé à quel point la propagande est forte, elle l'est plus que jamais auparavant. Et elle est menée de manière extrêmement professionnelle dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement que nous avons des médias officiels. Nous avons aussi le Digital Services Act, qui affecte directement la façon dont nous pouvons communiquer via des plateformes comme X ou Instagram. Donc tous les réseaux sociaux sont concernés ici. Nous avons cette lutte contre la désinformation, et j'ai publié quelques articles, et je sais que d'autres chercheurs font de même, où nous disons clairement que la lutte contre la désinformation est absolument malhonnête, car il est impossible de définir la désinformation. Cela n'a pas été défini. Et en tant que spécialiste de la guerre cognitive, j'ai été invité à ces discussions stratégiques où se retrouvent des personnes des médias, de l'armée, des représentants du gouvernement allemand, des spécialistes, des chercheurs, etc. Je ne sais pas pourquoi je continue d'être invité à ces réunions, car ma position est claire. Je dis que la propagande et la démocratie ne vont tout simplement pas ensemble. Et la guerre cognitive et la démocratie sont une contradiction directe. Mais lors de ces réunions, il a été discuté du fait que nous devons nous défendre contre la désinformation russe et que cette bataille est cruciale. Et puis, si vous demandez « Excusez-moi, pouvez-vous quantifier la désinformation russe? Pouvez-vous dire combien il y en a et de quoi il s'agit ?» Vous recevez beaucoup de regards étranges et vous vous retrouvez rapidement isolé dans ces réunions, car tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut combattre la désinformation et faire passer son propre message, et à quel point cela est fait de manière professionnelle. Un seul exemple. Nous avons Haldenwang, qui était auparavant le chef du service de renseignement intérieur allemand, et il a déclaré qu'il dispose d'un département au sein du renseignement allemand qui observe de très près quels récits circulent chaque jour dans les médias. Si un récit apparaît, peut-être par le biais des médias que vous avez mentionnés, des sortes de médias alternatifs, ou des médias intéressés par des discussions honnêtes sur la géopolitique, ou intéressés par la paix, quels que soient ces médias. Si un récit émerge qui va à l'encontre, par exemple, de l'idée d'une énorme menace russe, ils ont des spécialistes, des équipes spéciales, capables de réagir quotidiennement et de contrer ces récits. Ils disposent de leurs propres experts et de leurs propres émissions de télévision qui peuvent être produites très rapidement pour contrer instantanément ce récit. Et ce n'est qu'un exemple. Je ne parle même pas des 28 centres d'excellence que l'OTAN possède et qui travaillent sur ce sujet. Je ne parle pas, vous savez, du fait qu'en Allemagne seulement, l'État dépense environ 100 millions par an en relations publiques, ce qui est en quelque sorte un euphémisme pour la propagande. Donc il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent investi là-dedans. C'est fait de manière très professionnelle. D'un point de vue de chercheur, je peux dire que, d'un point de vue psychologique, ils connaissent très bien les faiblesses humaines. Ils les ont exploitées et découvertes au cours des 100-120 dernières années. Ils savent donc très bien quelles sont nos faiblesses et où ils peuvent nous cibler. Et cela se fait en ce moment à une échelle
que je n'ai jamais vues auparavant. Ma crainte, c'est que cela puisse nous mener sur la voie de notre propre destruction si les gens ne se réveillent pas. Heureusement, grâce à des médias comme le vôtre, qui sont très précieux, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres chaînes qui font la même chose, les gens commencent à se réveiller, mais c'est désespérément nécessaire en ce moment. Oui, et il faut vraiment le préciser, car c'est difficile à concevoir, mais c'est absolument vrai. Ce dont tu parles n'est pas quelque chose que l'OTAN et le gouvernement allemand font derrière des portes closes très secrètes, quelque part dans un bunker. Ils le font au grand jour. Il y a des réunions sur la guerre cognitive. Il y a des experts en guerre cognitive. Il y a des conférences sur la guerre cognitive. L'OTAN publie ces documents parce qu'il s'agit d'une approche sociétale. Donc cela fait partie de toute cette folie. Et l'impact psychologique des messages publics est compris au moins depuis Freud et son neveu, M. Bernet. Cela fait maintenant plus de 100 ans que toute cette campagne de relations publiques, etc., est étudiée de manière académique. C'est difficile à imaginer, mais cela fait apparemment partie intégrante du fonctionnement des sociétés européennes et transatlantiques de nos jours. Que cela fasse partie du mode de fonctionnement de l'État, qu'il existe ces différents bras et branches qui travaillent sur l'influence. Et d'après nos dernières discussions, j'ai appris qu'au sein de la guerre cognitive de l'OTAN, pas forcément dans les doctrines, mais dans les documents, il existe une distinction claire entre la guerre cognitive dirigée vers les populations extérieures et celle dirigée vers la population intérieure, n'est-ce pas? Vers leur propre population. Et c'est extrêmement problématique. Et il semble même que ces personnes ne comprennent pas à quel point leur approche est malhonnête lorsqu'elles disent « Nous devons nous défendre contre la guerre cognitive des autres, mais nous devons appliquer notre propre guerre cognitive à notre propre population afin de faire le bien. » Peux-tu peut-être en parler? Oui, je veux dire, absolument. Pensez simplement à l'énoncé selon lequel nous allons défendre la démocratie et défendre le débat ouvert en censurant tous ceux qui s'y opposent. Cela n'a aucun sens. Si vous êtes pour le débat ouvert, alors vous savez, il faut respecter le principe. Une personne, une voix, un vote. Ce principe fondamental de la démocratie n'est absolument pas respecté par la guerre cognitive de l'OTAN et par ses déclarations. Et oui, c'est vrai. Comme vous l'avez dit, nous avons actuellement des discussions en cours, juste pour que vous voyez à quel point ces techniques de manipulation sont délibérées et avancées. Nous avons des discussions en cours qui disent, eh bien, nous avons 5 domaines d'action pour l'OTAN en ce moment. La Terre, la mer, puis l'espace et le cyberespace. Nous disposons déjà de ces 5 domaines d'opération. Et en ce moment, il y a un débat en cours sur la création d'un 6e domaine d'opération. C'est précisément ce dont il s'agit avec la guerre cognitive. Et ce 6e domaine d'opération, ce sera nous, l'être humain. Toute la distinction qui est discutée porte sur la question suivante. S'agira-t-il du domaine humain, c'est-à-dire de l'être humain dans sa globalité, ou bien, et seulement, entre parenthèses, s'agira-t-il uniquement du cerveau humain? Mais il est clair que ce 6e domaine d'opération va émerger, et il fera officiellement de chaque être humain le centre direct de cette forme très avancée de guerre cognitive, de guerre psychologique et de techniques de manipulation dont nous sommes la cible chaque jour. Cela doit donc être clarifié. Et pour compléter ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord. Il est choquant de voir à quel point tout cela est public. En écrivant le livre, je n'ai pas eu de contact avec un lanceur d'alerte qui m'aurait envoyé des documents secrets. Si l'on sait ce qu'il faut chercher, même après la publication de ce livre, cela a un peu changé, mais c'est encore possible. Si l'on cherche suffisamment, on peut encore trouver de nombreux documents officiels de l'OTAN sur la guerre cognitive, dans lesquels ils affirment que nous avons besoin d'un 6e domaine d'opération.
where they say that we need the sixth domain of operations, and the goal of cognitive warfare, well, could be foreign. Et l'objectif de la guerre cognitive pourrait être des populations étrangères. Si vous les convainquez, par exemple, de se débarrasser de leurs dirigeants, alors vous n'entamez pas une guerre, car vous atteignez votre objectif par le biais de la guerre cognitive. Mais ils disent aussi que, eh bien sûr, et c'est la version officielle, nous sommes attaqués par la guerre cognitive russe, qui existe. Nous sommes attaqués par la guerre cognitive chinoise, qui existe. Et maintenant, nous devons riposter. Et c'est la version officielle, parce que l'armée dit toujours qu'elle ne fait que se défendre et contrer les menaces étrangères. Mais c'est, comme vous l'avez dit, malhonnête, car les nations qui sont les plus fortes en matière de manipulation des cœurs et des esprits des gens, ce sont les nations occidentales. Parce que, comme vous l'avez mentionné, il existe une science professionnelle appelée relations publiques, qui a été développée depuis plus de 100 ans pour manipuler les gens. Et aujourd'hui, oui, beaucoup de choses se font au grand jour. D'un autre côté, une partie de cela, et à grande échelle, reste secrète. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent actuellement. Beaucoup de personnes n'ont pas entendu dire que l'OTAN a décidé qu'elle avait besoin de ce qu'elle appelle une stratégie de résilience. Et avec la stratégie de résilience, ils veulent dire qu'ils doivent être capables de se défendre eux-mêmes. Donc bien sûr, ils doivent renforcer leur armée, ils ont besoin de nouveaux chars, de nouveaux missiles, de nouveaux avions de chasse, d'hélicoptères et tout le reste. Ainsi, des centaines de milliards proviennent actuellement de l'argent des contribuables. C'est pourquoi les gens s'appauvrissent, mais cela serait une autre partie de l'histoire. Cela concerne les dépenses militaires, qui augmentent considérablement en Europe en ce moment. En Allemagne, pour vous donner une idée de l'ampleur, nous dépensons actuellement environ 200 milliards chaque année pour l'armée. Des sommes incroyables. Et quelqu'un dit, eh bien, ne pourrions-nous pas faire quelque chose pour les écoles, pour les enfants, pour les personnes âgées ou les pauvres? Non, nous n'avons pas l'argent pour cela, mais nous avons 200 milliards pour l'armée. Ça, c'est une bonne idée. Et une partie de cet argent est consacrée à la résilience. Ce qui maintenant, et c'est là que ça devient intéressant, est aussi la lutte pour les cœurs et les esprits, car nous avons besoin de sociétés résilientes. Et des sociétés résilientes signifient des citoyens résilients. Et des citoyens résilients, bien sûr, ce sont des citoyens qui pensent et ressentent ce qu'il faut en ce qui concerne l'OTAN, la foi en nos démocraties, la conviction que, vous savez, d'autres pays sont gouvernés par des dictateurs et par des gens tout simplement mauvais. Tout cela, cette lutte pour les cœurs et les esprits, fait partie de la stratégie de résilience de l'OTAN. Et cette stratégie de résilience a été diffusée dans tous les États membres de l'OTAN et adaptée individuellement à chaque nation. Donc cela se fait, encore une fois, de manière très professionnelle. Et cette stratégie de résilience, et c'est là le problème que j'ai et que nous avons en tant que chercheurs, est secrète. Nous ne savons donc pas exactement ce qui y est écrit. Et nous ne savons pas quelle part de ces 200 milliards, rien qu'en Allemagne, est consacrée au contrôle direct ou indirect des cœurs et des esprits des gens, de leurs pensées, de leurs sentiments et de leurs actions. Mais je suppose que c'est assez important, et c'est un problème. Nous devons exiger que cette stratégie de résilience soit rendue publique, et nous devons savoir exactement ce qui se passe. Car la crainte est qu'avec la montée, quel serait le meilleur mot pour le décrire? Probablement la folie. La folie croissante de l'Europe et de l'Allemagne, si elles sont à ce point assoiffées de guerre, c'est que non seulement on achètera plus de chars, de missiles, etc., mais aussi que la haine et la peur de la Russie et la haine des Russes vont atteindre un niveau tel que cela pourrait nous mener à la guerre. Ce sont donc des évolutions très dangereuses. Certaines sont publiques,
d'autres secrètes, mais oui, malheureusement, la voie est tracée. But yeah, the path is clear, unfortunately. Yeah, and this is exactly the problem. This is not just Oui, et c'est précisément là le problème. Il ne s'agit pas simplement de quelques personnes sinistres dans une pièce en train de comploter contre la population générale. C'est un phénomène sociologique avec action et réaction, et il se manifeste sous différentes formes. Certaines d'entre elles nous sont connues, d'autres, nous essayons de les reconstituer pour les comprendre. J'ai eu ces discussions, vous savez, aussi avec Patrick Barbe et des journalistes, pour leur demander comment se fait-il que dans une société libérale et libre, nous ayons un environnement aussi propagandiste. Et il m'a dit, écoute, ce n'est pas si difficile à expliquer, parce que tu sais ce qu'on attend de toi. Et comme beaucoup de journalistes en Allemagne ne sont pas embauchés avec un salaire normal, mais travaillent en fait comme des indépendants, s'ils n'obtiennent pas de nouveaux contrats, alors ils adaptent ce qu'ils proposent et il existe un mécanisme naturel qui pousse les gens à rentrer dans le rang. L'une des choses que nous ne comprenons pas, c'est dans quelle mesure l'analyse médiatique que vous effectuez fait réellement partie de la stratégie de résilience de l'OTAN et est directement influencée, et dans quelle mesure elle est simplement réalisée par une communauté épistémique d'individus partageant les mêmes idées qui finissent par accéder aux postes clés, à la manière de Noam Chomsky, n'est-ce pas? Et qui ensuite orientent tout. Mais avez-vous une idée de la part de la propagande que nous voyons actuellement, qui est réellement mise en œuvre de manière intentionnelle, et de celle qui se produit simplement de façon très naturelle? Et pouvez-vous peut-être nous en dire un peu plus, selon votre analyse, sur le Tagesschau, sur le journal télévisé quotidien? Pourquoi pensez-vous qu'il est si bien structuré, bien réalisé et mis en œuvre en tant que propagande? C'est une très bonne question. Et malheureusement, je dois dire que je ne peux pas prouver comment cela fonctionne. Cela fait partie de la propagande, qui au final se fait beaucoup en secret. Souvent, nous ne voyons que la surface, et la surface serait la couverture médiatique. Nous savons que si l'on regarde les chiffres, c'est exactement comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de journalistes qui luttent pour leur survie financière, pour ainsi dire, pour leur emploi. Et ils écrivent ce qu'ils savent qu'on attend d'eux. Donc, ce serait un problème sociologique. Je ne suis pas sociologue, mais je peux comprendre que, bien sûr, si votre emploi et vos revenus sont en jeu, vous allez adapter ce que vous écrivez et orienter vos recherches en conséquence. C'est donc une partie du problème. Nous savons aussi que si l'on compte les journalistes et les experts en relations publiques dans les pays occidentaux, ce n'est pas pareil dans chaque pays, mais en gros, on a un ratio de 60-40. Donc, il y a 60% de spécialistes en relations publiques et environ 40% de journalistes. Cela donne une idée du déséquilibre dans le secteur des médias. Il y a plus de personnes intéressées à manipuler, ajuster l'information et contrôler les esprits et les opinions qu'il n'y en a qui s'intéressent à une couverture médiatique véritablement indépendante et objective. C'est donc une partie du problème. D'après mon analyse de l'émission Target, je peux seulement dire que ces choses existent, que nous commençons toujours par une couverture médiatique très neutre. J'appelle cela, et c'est ainsi nommé en psychologie, le principe dit du pied dans la porte. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, même si vous avez une opinion différente, la meilleure approche, si une personne veut convaincre l'autre, est de mettre un pied dans la porte et d'établir une forme de terrain d'entente où l'autre personne est d'accord avec vous. À partir de là, vous pouvez élargir. Cela signifie donc que si une personne a déjà été d'accord avec vous une fois, elle sera plus susceptible, comme le montrent les recherches, d'être à nouveau d'accord avec vous. Et c'est exactement ce que fait l'émission Target.
Au début, ils proposent une couverture neutre, afin de convaincre les gens qu'ils sont sérieux, neutres et impartiaux. Puis, au fil du temps, la couverture médiatique devient de plus en plus orientée. Comme nous l'avons dit, il y a des reportages sur les crimes de guerre russes, mais pas sur les crimes de guerre ukrainiens. Nous avons des reportages qui présentent le point de vue ukrainien dans cette guerre, mais pas le point de vue russe. Il y a des gens qui disent que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité, mais on n'entend personne dire que la Russie en a besoin. Et puis tout à coup, ce qui m'a aussi surpris, on a par exemple la discussion sur la question de savoir si des soldats de l'OTAN devraient être envoyés en Ukraine pour garantir la paix. Et encore une fois, quand on y réfléchit, eh bien l'OTAN, comme l'a récemment dit Peskov, je fais référence au porte-parole du Kremlin, l'OTAN est, du point de vue russe, directement en guerre avec la Russie parce qu'elle fournit des armes. Nous le savons. Nous avons des spécialistes militaires américains qui sont en Europe, en Allemagne, et ils fournissent les cibles pour les missiles ukrainiens qui frappent des cibles très importantes en Russie. Ils aident donc directement à cibler le territoire russe. Et c'est pourquoi, de façon compréhensible, la Russie dit que l'OTAN est en guerre. Et si l'on discute de savoir si l'Allemagne, l'Europe ou l'OTAN devraient envoyer des soldats en Ukraine, la moindre des choses serait de mentionner que la Russie ne le veut pas, que la Russie dit que c'est absolument intolérable, que c'est une ligne rouge et qu'elle réagira en conséquence, quoi que cela veuille dire, si cela devait arriver. Et cela n'est soit pas du tout mentionné dans le Tagesschau, soit seulement en toute petite note de bas de page. Et ensuite, on a toute la discussion sur la question de savoir si l'OTAN doit envoyer des soldats en Ukraine. Donc, le téléspectateur, qui n'a peut-être qu'un pied dans la porte, se dit « Bon, c'est une couverture médiatique plutôt neutre » et commence peut-être à penser qu'il faudrait envoyer des soldats en Ukraine. Oh, oubliant que nous faisons partie de la guerre pour assurer la paix, ce qui est ridicule et très dangereux. Et ensuite, après cela, il y a un jeune garçon ou un jeune homme qui dit « Eh bien, je suis en route pour rejoindre l'armée parce que je veux défendre mon pays. » Et je pense que c'est une idée fantastique. Et après avoir vu cela, je n'arrivais pas à croire que cela faisait réellement partie du Tagesschau, car la valeur informative est nulle. On pourrait tout aussi bien dire, voilà, ici nous avons un type au hasard dans la rue, qui est un militant pour la paix, et qui pense qu'il est insensé que l'OTAN envoie des soldats en Ukraine, et qui dit qu'il ne prendrait jamais une arme de sa vie, parce qu'il finirait simplement par se battre pour des riches qu'il ne connaît pas, afin qu'ils s'enrichissent, pendant que sa vie est sacrifiée. On pourrait tout aussi bien donner la parole à ce type-là, mais ce n'est pas le cas. On donne la parole à celui qui dit « Je m'engage dans l'armée ». Et cela passe dans le plus grand journal télévisé d'Allemagne, regardé par 10 millions de personnes. Alors ils se disent « Eh bien, peut-être que si les jeunes voient ça, ils penseront « Je devrais y aller moi aussi, parce que ça a l'air convaincant ». Et donc, vous avez cela, je ne peux l'observer qu'en surface. Je suis désolé, en tant que chercheur, de ne pas pouvoir fournir davantage de preuves pour l'instant. Nous avons des preuves de ce qu'ont dit Tal et Wang, provenant du service de renseignement allemand. Nous savons ce qui est dit dans les documents de l'OTAN. Nous savons que nous avons une stratégie de résilience. Nous savons bien sûr, grâce aux analyses de Chomsky et Herman, à quel point les médias sont biaisés et comment fonctionnent les filtres de la propagande. Nous savons tout cela. J'aimerais pouvoir prouver davantage à ce stade. Je suis désolé, je ne peux l'examiner qu'en surface, et je ne peux que souligner comment cela est fait et à quel point c'est très très dangereux pour l'Europe, pour l'Allemagne, et à quel point c'est irrationnel. Je ne peux que le répéter, cette voie de folie doit être arrêtée. Oui, non, tu as tout à fait raison.
Et tu sais, il n'y a rien à regretter. Parce que l'un des traits caractéristiques des sociétés qui utilisent et déploient la propagande à grande échelle pour diriger leur population, c'est que la boîte noire, le processus de prise de décision, devient de plus en plus difficile à comprendre parce qu'on n'y a plus accès. Elle se protège, n'est-ce pas? C'est pour cela que dans les années 70 et 80, il existait en fait des domaines entiers qu'on appelait de façon informelle la kremlinologie, avec des gens qui lisaient simplement la Pravda, les différents organes de propagande soviétiques, et essayaient de reconstituer à l'envers ce que cela signifiait si tel type d'information était publié dans tel média. Qu'est-ce qu'on peut en déduire rationnellement sur ce que cela implique pour le processus décisionnel supérieur? Et malheureusement, nous prenons désormais cette direction en Europe également, où nous perdons la capacité de comprendre comment fonctionne le processus de prise de décision et ce qui est poussé intentionnellement par rapport à ce qui fait réellement partie de l'idéologie sous-jacente à tout cela. Et ce que vous venez de décrire, c'est que l'on peut observer, dans ce journal télévisé quotidien, le plus important d'Allemagne, qu'il existe clairement une séquence stratégique de l'information. Comment diffuse-t-on l'information afin de susciter ensuite une réaction chez le téléspectateur non averti ou chez ceux qui sont encore sensibles à ce type de mécanisme d'influence? Et ces choses n'existaient-elles pas auparavant? Où avez-vous étudié cela? Peut-on dire qu'il y a 15 ou 20 ans, ce type de séquençage stratégique ne faisait tout simplement pas partie du fonctionnement quotidien de l'information? Eh bien, d'après mes recherches, ce que je sais, c'est que, tout d'abord, on peut dire que oui, la propagande existe depuis longtemps. Mais d'un autre côté, elle a atteint une échelle si massive et si répandue que nous n'avions jamais vu cela auparavant. Et ce qui est indéniablement vrai, si l'on pense à il y a 10 ou 15 ans, nous avions la guerre contre le terrorisme. On a donc convaincu des gens qu'il fallait aller dans des pays étrangers, que ce soit pour une guerre de facto, illégale et non provoquée, par exemple contre l'Irak, qui n'était pas si souvent qualifié de guerre d'agression illégale et non provoquée. Donc c'était déjà possible à l'époque. Il devait donc y avoir beaucoup de propagande à ce moment-là. Nous avons par exemple des analyses de films remontant aux années 80 et 90. Nous le savons maintenant. Nous apprenons aujourd'hui que des milliers de films n'ont jamais été produits parce qu'ils auraient eu besoin, par exemple, d'un char, d'un avion ou autre, et que le Pentagone a refusé. Donc, nous savons qu'il y a eu beaucoup de propagande depuis très longtemps. Mais j'ai étudié ces jeux de guerre et la guerre froide, et maintenant, qui simulent le conflit entre la Russie ou l'Union soviétique et l'OTAN. Et il était clair que ce conflit aurait détruit toute l'Europe. Voilà donc la ligne rouge que l'on peut voir. Quel que soit le gouvernement, quelle que soit la doctrine de l'OTAN, qui est passée de la riposte massive à la réponse flexible et tous ces noms fantastiques, au final, cela ne changeait pas l'issue de ce conflit. Mais ce qu'ils ont dit, et c'est quelque chose que les gens devraient garder à l'esprit, et c'est quelque chose qui peut en quelque sorte renforcer leur détermination, afin qu'ils sachent que ce qu'ils pensent et ressentent compte à tout moment, c'est que nous avions des responsables militaires qui disaient « Nous souhaiterions avoir ce conflit ». Aux États-Unis, nous avions des généraux, le Conseil de sécurité nationale et le Pentagone qui disaient « Eh bien, nous aimerions avoir cette guerre. Nous aimerions enfin, une bonne fois pour toutes, nous débarrasser de la Russie. Et nous pourrions lancer des centaines de milliers de bombes partout en Russie, des bombes nucléaires, et nous pourrions anéantir la Russie, détruire la Russie, annihiler la Russie. » Et il disait toujours que le plus grand problème que nous avions, c'était que l'opinion publique ne nous soutiendrait pas. Donc ici, nous avons une indication claire, et j'ai regardé d'anciennes couvertures médiatiques en Allemagne,
d'un magazine appelé Der Spiegel, que je ne recommanderais pas aujourd'hui. Mais ils étaient très critiques envers ces jeux de guerre et proposaient d'excellentes analyses sur ce qui allait arriver à l'Europe et à l'Allemagne. Et on peut clairement dire que oui, les médias pendant la guerre froide étaient différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce que l'on observe actuellement, c'est une sorte de soutien inconditionnel à n'importe quelle folie qui semble être la direction officielle de la politique et de l'armée. Et il n'y a presque plus aucune critique. Ceux qui critiquent, ou même ceux qui analysent la situation, sont mis à l'écart, attaqués. Et n'est-ce pas intéressant ce que vous avez dit, qu'il y avait, à l'époque de la guerre froide, des études professionnelles sur le fonctionnement de la Russie. On cherchait à comprendre la Russie. Aujourd'hui, c'est devenu une insulte si des intellectuels disent « Je pense comprendre ce que pense Vladimir Poutine, ce qu'il veut, je comprends sa stratégie ». En Allemagne, il y a ce mot « Putin-Verster ». C'est simplement quelqu'un qui comprend Poutine, et c'est devenu une insulte. C'est rabaisser quelqu'un, alors qu'en réalité cela devrait être une profession hautement valorisée, même si vous le considérez comme votre ennemi, que de comprendre son ennemi. Et cela se reflète aussi dans les médias, qui ont radicalement changé. Donc je ne peux qu'être d'accord pour dire que cela n'a jamais été aussi mauvais qu'aujourd'hui. Et nous ne pouvons que constater que nous sommes manifestement à un point culminant de processus qui dure depuis très longtemps. Nous avons énormément de pouvoir entre les mains de très peu de personnes. Encore une fois, je veux dire c'est un peu hors sujet pour l'instant, mais si vous pensez à Nick Hanauer qui est milliardaire, il disait, il y a quelques années, que ce qui craint, c'est que les gens vont se lever, ils vont prendre, vous savez, des fourches, et ils vont attaquer les riches, parce que l'injustice sociale est tellement grande et les écarts de richesse sont si importants. Et en ce moment, ce que l'on constate apparemment, c'est que l'écart de richesse est plus grand qu'il ne l'a jamais été. Et il est évident qu'il y a beaucoup de peur parmi les élites. Cette peur est transmise à travers les médias, mais pas comme une crainte que les riches perdent leur fortune, plutôt comme une peur d'un agresseur extérieur, d'un virus ou de n'importe quoi d'autre. Ces peurs sont entretenues, elles sont maintenues à un niveau très déraisonnable. Et cela pourrait bien signifier que nous sommes non seulement au point culminant de cette propagande, mais aussi, une fois de plus, au point culminant des tensions géopolitiques, des tensions militaires. La crainte aujourd'hui, c'est qu'il ne suffise que d'une étincelle pour embraser tout ce chaos. C'est le meilleur moment pour réaliser que ces guerres sont menées par des gens très riches, qui ont besoin d'étendre leur richesse. Et ce sont les pauvres sur le champ de bataille qui meurent. Et si vous pensez à, j'ai oublié son nom en ce moment, mais c'était un marine américain dans les années 1930, le marine le plus décoré. Il a écrit le livre « Au diable la guerre ». Et il disait qu'il ne nous fallait qu'une seule chose pour arrêter la guerre. Chaque fois qu'il y a une guerre, il faut établir une règle selon laquelle personne ne peut gagner plus que le simple soldat sur le champ de bataille. Et cela mettrait fin à la guerre, tout simplement. Donc je pense que nous devons aussi réfléchir dans ce sens. Ce sont des guerres pour le profit. C'est la peur de ceux qui sont très riches, qui transmettent ces peurs au peuple en ce moment. Et cela pourrait exploser. C'est l'un des domaines où le marxisme académique, en tant que prisme interprétatif, aide à comprendre comment les forces du capitalisme débridé créent en réalité certaines pressions sociologiques qui mènent ensuite à la propagande, comme le fait de rediriger la peur et la colère de l'intérieur vers l'extérieur, puis de les utiliser comme soupape d'échappement. Mais là, nous allons un peu trop loin dans l'abstraction. Revenons plutôt une fois de plus à « Désolé, qu'est-ce que j'étais en train de penser ?» à la façon dont cette machine de propagande. Comment différencier la propagande
de la véritable information. Et vous savez, beaucoup de gens pensent que l'information, c'est simplement ce qui s'est réellement passé dans le monde. Mais ce n'est pas seulement ça, n'est-ce pas? C'est la façon dont les choses sont présentées, la manière dont elles sont formulées, ce qui est mis en avant. Et comment pouvons-nous nous assurer ou comment pourrions-nous vérifier que nous ne faisons pas partie de cela? Expérience de pensée. Supposons que toi et moi soyons réellement la cible d'une véritable guerre cognitive menée par la Russie. Supposons-le simplement, et qu'ils aient réussi à nous atteindre. Si bien que nous sommes devenus, sans le savoir, des idiots utiles de Poutine, n'est-ce pas? Et que nous faisons en réalité la propagande du Kremlin à leur place. Comment pourrions-nous commencer à comprendre que c'est ce qui se passe? Ou comment comprendre si quelqu'un fait de la propagande ou défend légitimement ses opinions dans l'espace public? C'est une très bonne question. Eh bien, je dirais que cela dépend beaucoup de l'image que l'on se fait des humains, de l'esprit humain et de la personnalité humaine. Pour ma part, je pense, comme le disait Kant, qu'il est possible pour nous d'utiliser réellement notre raison. Et si l'on dit que nous pourrions être la cible d'une guerre cognitive russe, chinoise ou peut-être allemande, alors je dirais que cette guerre cognitive chercherait à nous influencer par des arguments irrationnels en jouant sur nos émotions. Cela ne fonctionne pas avec des arguments où l'on se demande quel est le point de vue géopolitique de ces différents acteurs. C'est très unilatéral. C'est très unilatéral. Ainsi, la meilleure façon de convaincre les gens et de justifier son propre point de vue est d'examiner différents messages et informations, même contradictoires. On peut dire, d'accord, nous avons l'information selon laquelle l'OTAN s'est élargie vers l'Est. Nous avons l'information qu'il y a eu un coup d'État en Ukraine en 2014. Mais nous avons aussi l'information que la Charte des Nations Unies interdit les guerres d'agression et que la guerre menée par la Russie, qu'ils appellent ironiquement une intervention militaire, ce qu'elle n'est pas, c'est une guerre et donc illégale. Et puis, il y a différents types d'informations que l'on peut rassembler soi-même, puis on en discute avec des personnes intelligentes. Et ensuite, on en arrive à cette conclusion. C'est donc ce que je conseillerais aux gens de faire, qu'ils aillent au-delà de ces cadres de la démocratie, de la liberté, et peut-être aussi de ces récits selon lesquels il s'agirait d'aider les enfants ou les pauvres. Les guerres ne concernent jamais les pauvres. Les guerres ne concernent jamais les enfants. Ce sont des outils utilisés pour nous orienter dans une certaine direction. Je dirais donc qu'il s'agit de propagande lorsqu'elle est unilatérale, lorsque les deux côtés d'un argument, d'un point de vue ou d'une question ne sont pas présentés. Nous avons donc besoin de perspectives différentes. Nous avons besoin de sources d'informations variées. Et une fois que vous avez cela, ce qui prend du temps, vous pouvez dire « D'accord, maintenant je suis capable d'en discuter avec mes amis, d'en discuter avec différentes personnes, de partager leurs opinions, basées sur la logique, sur des arguments. » C'est ainsi, en quelque sorte, que nous sortons de cette manipulation constante de nos émotions. Cela prend du temps, mais je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Et c'est pour cela que des chaînes comme la vôtre sont si précieuses, car pour cela, il nous faut des informations diverses. Et au fait, Smedley Butler était le nom du général dont je parlais. Ou bien l'arnaque. Exactement. Nous avons besoin de cette prise de conscience que la guerre est une arnaque. Nous devons comprendre que les guerres ne sont pas menées pour nous, ni pour la défense de la liberté, ou quoi que ce soit d'autre, et qu'il nous faut une véritable démocratie. C'est le plus grand contrepoids aux guerres. C'est le plus grand contrepoids à l'abus de pouvoir. Nous avons besoin d'une vraie démocratie à nouveau, ce que nous n'avons pas actuellement,
pour permettre aux gens de décider eux-mêmes s'ils veulent la guerre. C'est une autre condition préalable de Smedley Butler. Chaque fois qu'il y a une guerre, la décision de la mener ou non doit revenir au peuple, pour savoir s'il la souhaite. Et seules les personnes qui se battent dans la guerre ont le droit de décider s'il y a guerre ou non. Vous ne voyez pas Trump, Poutine, Zelensky, Starmer ou Macron. Vous ne voyez pas ces personnes sur le champ de bataille, une arme à la main. Non, ce sont d'autres qui font le travail. Et s'ils devaient se battre, la guerre serait déjà terminée. Donc c'est une autre chose à garder à l'esprit. Que se passe-t-il réellement? Qui profite de la guerre? Et nous avons besoin d'une véritable démocratie comme principale contre-mesure. C'est un très bon point. Mais pour revenir à la façon dont les gens devraient vérifier la propagande, voici un conseil très utile. Vérifiez si l'information ou quoi que ce soit qu'on vous présente cherche à susciter une réaction émotionnelle plutôt qu'intellectuelle. Et ensuite, est-ce rationnel? Est-ce que cela a du sens si l'on réfléchit aux différentes étapes de l'argumentation? Je veux dire, y a-t-il autre chose que les gens devraient essayer de surveiller au quotidien pour distinguer les représentations honnêtes d'opinion de la propagande? Exactement, exactement. Et il n'y a qu'une seule chose que j'ajouterais, je veux dire, c'est important. Et c'est ce que fait la Bundeszentrale für politische Bildung, qui est l'institution chargée de l'éducation politique. Attendez, c'est tellement beau. This is so beautiful. Bundeszentrale für politische Bildung, donc l'Agence fédérale pour l'éducation civique. Exactement. Et ils ont cela en Allemagne. They have that in Germany. Oui, et ils doivent connaître la propagande, n'est-ce pas? Ils ont leur propre définition de la propagande. Et ils disent qu'il fait toujours partie de la propagande de ne pas présenter tous les aspects d'un argument. Donc, si c'est unilatéral, il faut toujours se méfier, car il s'agit probablement de propagande. D'accord, ce sont toutes de très bonnes choses à surveiller, et je suis très heureux de tous ces conseils pratiques. Jonas, nous t'inviterons à nouveau. Je t'inviterai à nouveau dans l'émission. Les personnes qui souhaitent te suivre et qui parlent allemand devraient aller sur ta chaîne YouTube allemande. Je mettrai le lien dans la description. Y a-t-il un autre endroit où tu publies des choses de temps en temps, peut-être aussi en anglais? En anglais, malheureusement, pour l'instant, non. Mais je vais essayer de développer cela. Mais pour tout le public allemand, autrichien et suisse, vous pouvez me trouver sur Instagram, X et Telegram. C'est là que je publie et partage constamment des informations sur mon travail. Et je tiens aussi à vous remercier pour cette discussion fascinante. Je pense que c'était intéressant et pour moi également inspirant. Je veux aussi vous remercier pour le travail très né que vous accomplissez. Merci beaucoup. Et de même, je veux dire, le fait que vous commenciez maintenant à diffuser cela largement est très très important. Alors s'il vous plaît, continuez ainsi et nous en reparlerons. Jonas Tögel, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Thank you.